d'être fidèles à ces webinaires, à ces rencontres de la CPOF. C'est la 3e du genre. Et on va voir aujourd'hui ce que sont les leviers pour renforcer la formation des salariés dans les TPE-PME, parce que c'est aussi une caractéristique. Alors, on peut le voir comme étant un marronnier des sujets formation professionnelle, mais c'est aussi un sujet, on va le voir ensemble, à la fois stratégique, parfois préoccupant, du faible taux d'accès à la formation des salariés de TPE-PME. Pour en parler aujourd'hui, j'aurai le plaisir de vous présenter dans quelques secondes nos 2 Olivier, que je remercie pour leur participation, Olivier Faron, Olivier Kuhn, que je vous présenterai dans quelques secondes. Je vous rappelle juste le format, 1 heure. On va tenir et on sera respectueux du timing. On garde 8-10 minutes à la fin pour les questions que vous voudrez bien nous poser dans le chat au fil de l'eau, que nous essaierons de traiter au maximum d'ici la fin. Et puis, si possible, on pourra même les intégrer en cours de route. Peut-être un mot, Mathilde, pour présenter la CPOF, puisque ces webinaires s'inscrivent dans une démarche de fond, avec des rencontres régionales, une plateforme et une démarche participative, des propositions qui a été mise en ligne. Je te laisse nous décrire un peu le processus et tes travaux. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, la conférence permanente des organismes de formation, CPOF, elle a pour but d'ouvrir des temps de réflexion collective sur les enjeux de formation, de formuler des propositions concrètes, notamment à destination des pouvoirs publics pour améliorer les politiques publiques de formation et de voir comment les organismes de formation peuvent être une source de co-construction et d'inspiration de ces orientations. C'est une instance qui a été initiée par le CINOFDES et la Fédération nationale des UROF. L'objectif, c'est notamment de faire dialoguer les expertises à travers notamment les débats en ligne comme celui d'aujourd'hui, qui est le 3e que nous organisons. Et vous pouvez retrouver les précédents sur les chaînes YouTube du CINOFDES et de la Fédération des UROF et sur notre site conférenceformation.fr. Nous avons aussi une plateforme de propositions en ligne où chacun peut contribuer en proposant des idées et nous organisons des événements en région qui visent aussi à contribuer à nos propositions. Voilà. Merci Mathilde. Et donc, dans le champ de la CPOF, on va retrouver beaucoup d'organismes de formation, alors, du champ de l'ESS, beaucoup d'organismes de formation, acteurs des démarches d'insertion, de réinsertion professionnelle avec de vraies spécialités et surtout un maillage territorial particulièrement dense. On en reparlera au fil de nos échanges. Alors, notre sujet, je l'ai dit, la formation dans les TPE-PME, 84% des employeurs du secteur privé sont aujourd'hui des TPE et le chiffre qu'on retient, c'est à peu près 10% des salariés qui accèdent chaque année à la formation dans ce champ, en tout cas un taux très inférieur à la moyenne. Pour en parler, je vous l'ai dit, on a avec nous Olivier Faron, qui est le responsable d'un grand pôle compétences formation jeunesse au sein du MEDEF. Alors, Olivier, c'est à la fois un grand acteur du monde de l'éducation, très impliqué aussi sur la formation professionnelle, parce qu'il a dirigé des grandes institutions de l'enseignement supérieur. Il a été administrateur général du CNAM, il a été recteur, donc il est proche de nos sujets. Et Olivier Kuhn, qui lui est conseiller technique, formation professionnelle, alternance de l'U2P. L'U2P, c'est à la fois, on va en parler avec Olivier, les très petites entreprises, le monde de l'entreprise artisanale, les professions libérales, après tout un parcours dans le monde de la formation, à la fois au Syntec numérique, d'AGFOS PME, qui est aujourd'hui l'OPCO EP, l'OPCO des entreprises de proximité. Et on va regarder ensemble, peut-être en commençant, si vous le voulez bien, par un état des lieux, ce que sont aujourd'hui la situation des TPE, PME sur le sujet de la formation. On part moins en formation quand on est salarié d'une petite entreprise. Je crois, Olivier, qu'au MEDEF, vous aviez notamment réalisé un baromètre qui nous donne quelques informations chiffrées. Olivier Faron. Oui, et merci de l'invitation et très heureux d'échanger avec Fabien et avec, bien sûr, avec Olivier. Juste pour dire que, mais ça a été rappelé par Fabien en introduction, la formation professionnelle, la distribution de la formation professionnelle est très, très différenciée dans ce pays. On pourrait dire que la formation professionnelle, c'est quand même elle est beaucoup plus un outil dont se servent beaucoup plus les insiders que les outsiders et qu'il y a des effets très
selon la taille des entreprises, et notre baromètre, et merci de l'avoir rappelé, le montre bien. Beaucoup aussi en fonction, il y a des inégalités territoriales, puisque c'est un peu la carte de la distribution des organismes de formation. Donc, en définitive, ce qui devrait être quelque chose de partagé est en fait quelque chose d'assez parcellisé. Et on constate effectivement que plus les entreprises ont une taille réduite, plus il est difficile de généraliser l'accès à la formation. Et je rappelle à contrario que nous avons, je dirais, comme horizon le rapport, notamment le rapport de Mario Draghi, le rapport sur l'Europe, qui préconise que 60% des actifs soient formés chaque année. Malheureusement, pour des raisons qui sont liées voilà, aux difficultés de manager des temps de formation, à l'acculturation nécessaire, notamment des dirigeants, on y reviendra, je crois, eh bien, on est loin du compte et effectivement, à nous, en responsabilité dans les organisations patronales, d'essayer de faire connaître, d'acculturer, de généraliser ces questions de formation et la nécessité de former les actifs, mais aussi leurs dirigeants. Alors, Olivier Kuhn, quand on regarde l'U2P et les entreprises adhérentes de l'U2P, on va même être sur beaucoup de TPE. Et la TPE, parce qu'en fait, on a tendance à voir les plus petites des PME et les TPE comme étant un corpus global. En réalité, on a des situations très différentes, notamment dans les plus petites. Oui, bonjour Fabien, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, l'U2P, si j'ose dire, représente à la fois l'artisanat, les commerçants de proximité, les professions libérales. Et pour 97% de nos adhérents, on est à l'échelle, comme tu le disais Fabien, de la très petites entreprises. On a en moyenne 3 à 4 salariés par entreprise. Et nous, ce qu'on constate effectivement sur les départs en formation, c'est qu'à l'intérieur de la TPE, donc en fait classiquement l'entreprise de moins de 10 salariés, on distingue les entreprises, on va dire, de 1 à 3 salariés, où là, le taux de départ est effectivement proche des 10%, des entreprises un petit peu plus importantes en termes de taille, on va dire entre 4 et 9, où là, le taux est double. Donc, ce qui pose la question, c'est au-delà des thématiques qui sont l'information des chefs d'entreprise sur les différents moyens de formation qu'ils ont, les moyens financiers d'accompagnement pour financer ces départs en formation, il y a la disponibilité, le maintien de l'activité qui rend pour les très petites entreprises difficile d'accéder à la formation, parce que quand vous êtes sur une entreprise qui compte 2 salariés, vous sortez un collaborateur, vous perdez immédiatement 50% de la force de travail. Et donc, ça peut mettre en péril effectivement la poursuite de l'activité, ce qui est un frein assez important et sur lequel, sur des actions de formation de courte durée, on a des problématiques qui sont liées au remplacement de la personne qui part en formation. On le sait, ça peut être mis en œuvre assez, je dirais simplement non, mais ça peut être mis en œuvre sur des formations d'assez longue durée, certifiantes, diplômantes, où là, on peut être sur des contrats, des CDD assez courts, mais qui permettent de remplacer la personne. Par contre, quand vous avez des formations de 1 à 2 jours, trouver quelqu'un de qualifié qui puisse remplacer la personne qui part en formation, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué, effectivement. Alors, on imagine très bien, effectivement, le boulanger, la toute petite boulangerie qui a 3 salariés, quand il manque quelqu'un au pétrin, il est clair qu'il faut produire le pain et on ne remplace pas facilement quelqu'un sur 2 jours. Là, on a un problème structurel dans les toutes petites. On entend aussi comme une musique de fond depuis très longtemps sur le sujet qu'un des obstacles, c'est aussi la complexité des dispositifs. Parce que, rappelons-le, caractéristique qui peut même être surprenante, on dit que les TPE-PME, on part moins en formation, alors que c'est les dernières entreprises, je rappelle les moins de 50, à bénéficier d'une mutualisation des financements de ces formations. Comment est-ce qu'on explique ce paradoxe Peut-être un mot, puisque Olivier a rappelé la taille. Souvent, on associe le MEDEF exclusivement aux grandes entreprises. Je rappelle que le MEDEF, ce sont 240 000 entreprises et que la taille moyenne des adhérents du MEDEF est de 46. Alors, ce n'est pas les chiffres qu'a donné Olivier, mais pour dire quand même que la problématique
la problématique de nos entreprises s'approche quand même de celle qu'on peut qualifier de TPE-PME. C'est même le cœur, j'allais dire, le cœur de cible. Après, sur cette dernière question, je pense que c'est important de séparer deux choses. De séparer en quoi les formations sont utiles pour l'entreprise d'abord et en quoi elles sont utiles plutôt pour les salariés, parce qu'il y a effectivement, je dirais, la croissance de l'entreprise, le maintien d'activité des entreprises, mais aussi la volonté tout à fait légitime, et on le sait bien qu'il peut y avoir de plus en plus de changements même d'entreprise, de l'actif, j'allais dire, de grandir et de profiter des formations pour progresser dans son parcours propre. Et effectivement, il y a cette question du droit à la formation, hein, le compte personnel de formation, c'est un peu ça. Et puis, l'autre ligne de fracture qui est importante, et ça, Fabien, tu viens de le rappeler, c'est il y a entre guillemets, des formations obligatoires, des formations dites réglementées, notamment sur les questions de sécurité et autres. Et puis, il y a d'autres formations qui peuvent, j'allais dire, permettre d'être un levier de croissance pour l'entreprise. Donc, je pense que c'est aussi important. Et malheureusement, et je reviens sur le baromètre, on constate que souvent, pour les plus petites entreprises, eh bien, le coup de projecteur, il est mis sur les formations dites réglementées, sur les formations dites, évidemment, qui sont obligatoires, notamment de par la loi, plus que sur les autres formations. Et il est clair qu'on y reviendra, mais il y a des questions de management des grandes transitions voilà, on a fait une REFNUM au MEDEF où on voyait bien que même, c'était quelqu'un qui travaillait dans l'artisanat et c'était un groupe d'artisans, et bien, par exemple, l'intelligence artificielle a changé fortement la manière d'exercer le métier. Et ça a une incidence, ce que tu décris, Olivier, sur la perception de la formation. Si, alors, celle dont on ne peut pas se passer, c'est l'obligatoire réglementaire, ça peut induire aussi de renforcer l'idée selon laquelle c'est d'abord une contrainte plus qu'un investissement, parce que ce que tu évoques, le contexte, transition écologique, l'IA, les tensions à venir de recrutement, le vieillissement de la population et les enjeux d'attractivité et de démographie sont des sujets en toile de fond qui doivent normalement pousser à développer la formation. Or, la perception à travers le prisme, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, de la formation obligatoire, ça ne concourt pas à prioriser la formation vue comme un investissement, non, Olivier Cohen, par exemple? Ouais, je partage complètement le constat qui a été dressé par Olivier. C'est effectivement, comme ça vient d'être dit, pour les entreprises de très petite taille, la formation est encore largement, comment dirais-je, perçue comme plutôt une contrainte, comme on le disait, hein, sous l'angle réglementaire, législatif. On l'a par exemple dans le bâtiment, hein, on l'a dans le transport, on l'a dans les professions libérales, où effectivement on va répondre à des obligations qui découlent des décrets, hein, pour pouvoir exercer la profession. Une fois qu'on a fait ça, au niveau de l'entreprise, bien souvent, on considère qu'on répond à l'objectif d'adaptation au poste des salariés. Parce que classiquement, mais je dirais que là-dessus, les très petites entreprises ne sont pas si différentes que ça des grandes. On a à peu près 60% des départs en formation qui se font dans un cadre d'adaptation au poste. Voilà. On est assez peu encore sur du développement de compétences ou tout simplement sur de la vision prospective sur l'évolution des métiers. À l'échelle d'une très petite entreprise, c'est très difficile de pouvoir avoir cette capacité d'anticipation. C'est pour ça que, alors comme tu le disais Fabien, les très petites entreprises sont les dernières à accéder aux fonds mutualisés de la formation professionnelle. Hein. Ces fonds mutualisés, on le rappelle, ils sont assis sur la contribution des entreprises à la formation et à l'alternance. Cependant, comme on ne va pas vous apprendre quelque chose de nouveau ce matin, mais dans ce contexte de restrictions budgétaires, de diminution des lignes de financement un petit peu partout, eh bien, malheureusement, la formation des petites entreprises, hein, la formation des entreprises de moins de 50 salariés au sein des OPCO est aussi en berne et les moyens sont en diminution constante, malheureusement, depuis maintenant 4 ans. Donc, il y a cette problématique aussi qui est liée, puisque les OPCO sont les principaux prescripteurs et accompagnateurs des entreprises. Hein. C'est eux qui viennent donner sur le terrain l'information aux chefs d'entreprise sur les possibilités d'accompagnement financier qu'ils ont. Mais là, on leur demande en gros de faire au moins aussi bien, voire mieux, avec moins de moyens,
ce qui est un peu la quadrature du cercle et ce qui complique énormément les choses. Encore une fois, dans un contexte en 2026 où on a demandé au total, pour l'ensemble des 11 OPCO, 100 millions d'euros d'économies sur leur budget de fonctionnement. Ce qui impacte les moyens humains, concrètement, que les OPCO peuvent mettre à disposition des entreprises pour avoir cet accompagnement. Et je voulais citer, et là c'est peut-être un dispositif qui va parler à beaucoup d'intervenants, enfin en tout cas beaucoup de participants, plutôt intervenants, on n'est que deux, pardon, c'est le dispositif PCRH, Prestation Conseil en Ressources Humaines, qui fonctionne très bien, qui permet justement aux OPCO de proposer un diagnostic et un accompagnement aux chefs d'entreprise de très petite taille sur le volet gestion, ressources humaines, développement des compétences, et qui nous semble très important de pouvoir continuer à pousser et à financer. Et je voudrais juste, en 30 secondes, également rappeler qu'au-delà, quand on parle de très très petites entreprises, comme je vous le disais, on a entre 1 et 3 collaborateurs, typiquement le chef d'entreprise, il est avec ses collaborateurs à la production, il travaille avec eux. Il n'est pas dans son bureau, si j'ose dire, à attendre que les choses se passent. Il travaille concrètement. Et lui aussi, il a besoin de formation, il a besoin aussi d'accéder au développement des compétences. Et au-delà des OPCO, je voudrais également mettre en avant l'action des fonds d'assurance formation des travailleurs indépendants, les FAF, qui aussi ont pour rôle, eux, de financer les formations, mais typiquement pour les chefs d'entreprise. Voilà, pas pour les salariés, mais pour les chefs d'entreprise. Alors, en définitive, si je peux réagir sur ce que vient de dire Olivier, en définitive, je pense qu'on converge sur le fait de deux choses suite aux propos d'Olivier. La première chose, c'est que il faut qu'il y ait, dans un contexte que chacun connaît, de difficultés financières, difficultés des finances publiques, il faut qu'il y ait une priorisation de l'action publique en termes de formation, sur les TPE, PME. C'est-à-dire que, et c'est effectivement l'objet du plan de développement de compétences, c'est l'objet effectivement, et là, je pense que il faut qu'effectivement sur l'avenir des OPCO, parce que le rabot dont a parlé Olivier, les OPCO auxquels s'ajoutent des problèmes de TVA, des problèmes spécifiques de TVA, les OPCO se sont retrouvés brutalement confrontés à un rabot qui leur est un peu tombé du ciel. Je pense que la période va nous conduire à une forme de priorisation aussi de comment nous voyons les actions des OPCO, et très clairement, l'accompagnement des TPE, PME fait partie des priorités. C'est pour ça qu'il y a vraiment une question de priorisation de l'action publique, de nous exprimer sur cette priorisation de l'action publique. Quand je dis nous, ce sont les organisations patronales et les organisations syndicales. Et puis, on y reviendra, l'idée aussi que nous puissions peser sur la gouvernance de la formation professionnelle pour faire entendre cette voix. Et à côté, et c'est vrai que c'est un sujet, je dirais, qui est susceptible aussi d'être assez mobilisateur, il y a cette question d'accompagnement des dirigeants, et puis le gouvernement vient de mettre le curseur aussi sur la reprise d'entreprise. Donc il y a, je dirais, la continuité et le renforcement du rôle des responsables, des chefs d'entreprise, dont on sait que c'est, notamment pour les TPE-PME, particulièrement exigeant. Alors, vous venez de toucher du doigt beaucoup d'enjeux, et l'OPCO est intéressant comme interlocuteur de proximité pour les TPE-PME à deux niveaux, on l'a bien compris, je rappelle ce que vous décriviez, c'est que on a la prise en charge de la formation elle-même. Il reste un peu de fonds mutualisés, même si les fonds restent limités. Et on a surtout aussi la démarche d'acculturation, où le premier niveau, et si on se met à la place du patron qui crée une TPE, vous commencez par gérer votre business, votre activité, vous gérez votre fonds de commerce, vous recrutez. Et puis, il y a un moment où il faut lui permettre de structurer un peu sa démarche qui permettra sa croissance, sa démarche ressources humaines. C'est la PCRH dont tu parlais, Olivier Kuhn. Or, là aussi, elles sont affectées dans cet accompagnement. Parce que c'est quoi concrètement? C'est un consultant qui vient faire un état des lieux de l'entreprise et lui montrer quelles sont les conditions de sa croissance, les difficultés ou les enjeux qu'il va avoir de recrutement sur des compétences qui peuvent se raréfier dans un contexte où la population vieillit. Comment vais-je pouvoir croître? Peut-être ouvrir ma deuxième boulangerie si je suis boulanger, ou ma deuxième épicerie si je suis détaillant du commerce alimentaire. Les conditions de recrutement, de formation,
On touche du doigt aussi la question de la reprise, qui est une vraie préoccupation pour le patron de la Absolument. petite entreprise. La pire des choses, et mon enjeu, c'est moins la valorisation de mon activité à la sortie que le fait qu'elle continue. Et jusqu'alors, les premiers acteurs de ces transmissions, c'est souvent des salariés qu'on va accompagner dans une reprise, qu'on peut permettre. Mais pour ça, il faut les former, il faut pouvoir dégager du temps, et il faut que l'employeur lui-même puisse se doter des outils qui vont l'aider à gérer ces situations-là. Et c'est là qu'on a une vraie interrogation sur la capacité des OPCO à assumer cette fonction qui est conçue pour eux. Tu as évoqué un cas très intéressant aussi, puisqu'on est sur le champ culturel, la formation des employeurs eux-mêmes. Mhm. J'ai en tête le FAFCEA, Tout à qui fait, ouais. accompagne la formation des artisans. Je crois qu'il a mis en place récemment un dispositif de formation individualisé des employeurs. Ça marche ou pas alors, c'est une formation qui est financée par le Fonds d'assurance formation des Absolument. artisans. Ça répond Absolument. ça quand on met en place ce genre de dispositif? Oui, alors en fait, c'est parti d'un constat qui était quasiment identique en termes de taux de départ en formation pour les salariés. On a vu que pour les chefs d'entreprise artisanales, le taux de départ en formation était approximativement, on va dire, entre 10 et 15% en fonction des années. Et on a toujours eu cette problématique également de maintien de l'activité. C'est ce qui nous revenait souvent de la part des chefs d'entreprise, c'est la difficulté pour eux à fermer bien souvent parce que, on disait tout à l'heure, on est en moyenne entre 1 et 3 salariés par entreprise. Mais ça arrive aussi qu'on n'en ait pas du tout et que le chef d'entreprise soit tout seul. C'est vraiment le travailleur indépendant. Donc, on a souhaité effectivement au niveau du FAFCA, qui est le Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanales, c'est ça que ça veut dire, il y a 2 ans de ça, mettre en place des parcours individualisés qui sont un petit peu, si j'ose dire, l'équivalent du PCRH, mais là, clairement et uniquement à destination du chef d'entreprise. Ça commence par une phase d'autodiagnostic en ligne, gratuite, que le chef d'entreprise peut aller consulter sur le site du FAFCA. Qui va lui permettre peut-être d'avoir une pré-identification des thématiques de formation qui pourraient l'intéresser. Là, on va plutôt tourner sur du transversal, pas sur du cœur de métier. Donc, on va être sur de la gestion d'entreprise, sur du pilotage de ressources humaines s'il y a des salariés, bien entendu. Ouais. Sur effectivement l'intérêt de l'intelligence artificielle et les gains de productivité que ça peut générer. Parce que là aussi, je fais une petite incise, j'en profite pour dire que le FAFCA a fait une étude il y a 2 ans sur l'impact de l'IA auprès des chefs d'entreprise artisanales, qui montre qu'il y a des gains de productivité très importants. C'est lors d'une demi-journée par semaine en termes de gains de productivité. Et pour revenir sur ces parcours individualisés, à la fin de cette phase autodiagnostique, il y a la possibilité, là aussi, de se faire accompagner par un consultant pour définir un parcours de formation. Et là, ensuite, le FAFCA, lui, va pouvoir intervenir dans le financement de ce parcours de formation jusqu'à concurrence de 40 heures. Voilà, c'est un parcours de 40 heures maximum qu'on peut financer sur une base horaire de 80 € de l'heure. Et Voilà. alors, ça répond, parce que c'est intéressant ce dispositif. D'abord, on colle à leurs besoins. On a bien compris, management, RH, marketing. J'identifie ce sur quoi j'ai besoin de progresser. Absolument. On m'aide pour le financer. Ça répond. Il y a du volume, il y a de la demande. Est-ce que les artisans, dans ce cas-là, manifestent un besoin? Oui, absolument, ça explose. Donc, comme je le disais, nous, on l'a mis en place à partir de septembre 2024. Donc, c'était assez peu parlant sur le dernier trimestre d'une année. Par contre, en année pleine, donc 2025, qui était la première année où on a pu vraiment étudier le dispositif de janvier à décembre, là, on a un démarrage qui est vraiment extrêmement satisfaisant. On a pu accompagner plus de 2500 chefs d'entreprise. Et cette année, là aussi, le démarrage est extrêmement encourageant, puisque là aussi, on double nos indicateurs quasiment par 2, enfin 2,5 même, entre 2025 et 2026 à la même période. Voilà, si on compare avril 2025 et avril 2026, on fait x2. Alors, évidemment, le FAFCA, il est comme les OPCO, il n'a pas des ressources financières illimitées. Donc, notre but, c'est aussi de permettre à ce que le plus grand nombre en bénéficie et surtout d'assurer le financement du dispositif tout au long de l'année, qu'il n'y ait pas de rupture. Donc, c'est pour ça qu'on l'a, je vous le disais, on a réduit un petit peu la voilure, on accompagne jusqu'à 40 heures, tout simplement parce que jusqu'à présent, on n'avait pas mis de limite en termes de durée maximum des dispositifs et que forcément, ça pouvait engendrer des coûts plus importants. Mais on a fait ce sondage. Ça répond, pardon, Fabien. Vas-y. On a fait un petit sondage auprès des organismes de formation qui sont déjà référencés, qui
qui mettent en place, mettent en œuvre ces parcours individualisés, qui nous ont dit que oui, en moyenne, avec 40 heures de formation, on arrive à accompagner de manière satisfaisante les chefs d'entreprise. Alors ça, on a quelque chose d'intéressant, et ça va être intéressant à suivre si dans ces entreprises, on forme davantage parce que on a peut-être un réflexe qui se crée. Tu pointes du doigt un autre segment important, c'est la capacité de l'offre de formation, de l'offre des organismes de formation à répondre à des besoins adaptés au TPE. C'est peut-être un des sujets aussi. Oui, Oui, je pense, oui, je pense Ok. pour reprendre ce que vient de dire, je pense que pour reprendre ce que vient de dire Olivier, d'abord, il y a un problème dans tout ça qui est quand même un problème de représentation. On n'est pas forcément un pays, la France, où il y a une culture de la formation professionnelle, la formation technique. Quand on pense à des pays, notamment la Suisse ou le monde germanique, où il y a plus un réflexe de la formation professionnelle, notamment de la formation très, très, très technique. Ça, c'est vrai que c'est vrai que c'est un enjeu important. Et puis, il y a effectivement à réfléchir à comment voilà, on diffuse ce rôle de la formation, comment on le montre concrètement aussi. Et donc, la force de la preuve est encore est très importante. Et puis, surtout, effectivement, la question que tu viens de poser, Fabien, c'est le bon ajustement entre les besoins en formation et les réponses possibles par l'offre de formation. Et c'est clair que là aussi, on ne sera jamais dans un modèle parfaitement adéquationniste, mais c'est vrai que on voit aussi, ce que je disais en propos liminaire, que la formation est souvent concentrée plutôt dans les métropoles, que, enfin, elle est en tout cas plus large et le spectre est plus large dans les métropoles. Comment on utilise bien tout ce qui est formation virtuelle, comment on réfléchit à de nouveaux outils de formation, c'est important. Et tu as prononcé, Fabien, le mot de recrutement. Tout ça doit commencer, et c'est pour ça aussi qu'au MEDEF, on fait une priorité sur l'emploi des jeunes, qui d'ailleurs est reprise à l'agenda social autonome et qu'on va porter collectivement avec l'ensemble des organisations patronales et syndicales, parce que tout ça naît, j'allais dire, au démarrage, naît sur l'ajustement qu'on fait dans la formation des jeunes entre les besoins des entreprises et les possibilités de formation. Et j'ai tendance à penser que si on construit ça assez en amont pour les jeunes, avec les lycées pro, avec toutes les formations, eh bien, on peut l'élargir plus facilement à la formation continue, à la formation des actifs, parce que, en définitive, les outils sont là. Les outils de la formation, c'est les bons plateaux techniques et les bons outils, et ce sont les bons enseignants capables de relayer, et après le vivier d'organismes de formation qui complétera le dispositif. Mais ça appelle à la capacité des OF à s'adapter aux contraintes de temps, aux contraintes organisationnelles et à répondre sur les territoires, sur les bassins d'emploi, aux besoins de nos TPE-PME. Ah, merci Fabien pour la perche que tu me tends, parce que ça, c'est un sujet auquel je suis très attaché. Alors, effectivement, pour revenir peut-être sur la nécessaire adaptation des dispositifs, mais également des formations qui peuvent être proposées aux TPE-PME. On constate qu'il y a, même si ça existe, hein, ça il faut reconnaître à certains organismes de formation cette volonté, ce volontarisme même de proposer des formations qui soient bien adaptées à ce public des TPE-PME. On constate qu'il y a assez peu d'adaptation de l'offre. Voilà. On est souvent, ce que nous remontent les chefs d'entreprise artisanales, c'est que pour la formation de leurs salariés, ils vont passer par de la formation catalogue et inter-entreprise, et dans laquelle vous allez retrouver des publics qui sont très hétéroclites en termes de taille d'entreprise. Donc c'est assez peu adapté au contexte TPE-PME, et en disant ça, j'ai bien conscience de la difficulté que c'est pour les organismes de formation de pouvoir concevoir et bâtir une offre de formation spécifique aux TPE-PME. Quand on parle de ça, de quoi on parle concrètement? C'est que la TPE, elle est très exigeante finalement en termes de formation, même si elle l'utilise assez peu en termes de volume. C'est qu'elle va vous demander à la fois de la compétence technique, mais également de la compétence plus transversale, ce qu'on appelle de manière classique les soft skills. La capacité à travailler en équipe, c'est extrêmement important, encore une fois, quand on est sur des tout petits effectifs, parce qu'on travaille
de manière très rapprochée, quotidienne et intensive avec ses collègues. Comme tu le disais Fabien, c'est aussi parfois préparer à de la reprise d'entreprise, donc préparer les salariés à avoir des notions en termes de gestion d'entreprise, de relations clients là également. Souvent, on a des gens qui sont très polyvalents dans les très petites entreprises et qui donc sont amenés à avoir des petits bouts de compétences transversales qu'ils doivent mettre en œuvre dans l'exercice de leur métier. Mais au-delà de l'offre de formation, je dirais que la problématique, c'est la conception, la mise en œuvre des dispositifs de formation. Et là, je voulais mettre en avant un exemple récent qu'on a bâti, notamment avec Olivier, avec le MEDEF, mais aussi avec la CPME, les organisations syndicales de salariés. On sortait l'année dernière d'une séquence de négociations interprofessionnelles sur la reconversion et les mobilités professionnelles. Et on a vraiment eu à cœur, tous collectivement, de prévoir un dispositif qui puisse également s'adapter aux TPE. Voilà. Et ça, on l'a vraiment mis en avant dans l'accord national qu'on a tous signé, à l'exception de la CGT, mais ça vous surprendra peut-être pas. Il y avait vraiment cette volonté affichée d'avoir un dispositif qui, dans sa mise en œuvre, puisse prendre en compte les particularités des TPE, notamment la simplicité de mise en œuvre, la rapidité de mise en œuvre. Et ça, on y a été très sensible et c'est ce que l'U2P a défendu dans le cadre de cette négociation. Et on s'est gré encore une fois à nos collègues du MEDEF et de la CPME de nous avoir suivis là-dessus et d'avoir pu mettre en place. Alors, on attend maintenant que le dispositif se déploie. Ça s'appelle la période de reconversion. C'est un tout nouveau dispositif. Mais on espère qu'il trouvera aussi son public dans nos entreprises, parce que la reconversion, les mobilités professionnelles, ce n'est pas qu'une affaire de grands groupes, c'est une affaire de toute taille d'entreprise. Et partout sur le territoire, clin d'œil de David Cluzot, qui est le président de l'UDES, qui dit jusqu'à aujourd'hui, ces négociations se mènent sans le champ du non lucratif, le SS. C'est un petit clin d'œil. Je pense qu'ils seraient ouverts à partager vos travaux et travailler avec vous. Un petit mot quand même sur la CPOF. En fait, dans le contexte de la CPOF, on fédère des organismes de formation spécialistes de l'insertion, donc, les mobilités, les transitions pro sont des choses qui peuvent tout à fait entrer dans le cadre qui peut être celui du travail de ces organismes de formation, avec une particularité, c'est comme aujourd'hui, ils travaillent beaucoup sur la commande publique, ils travaillent dans un contexte économique hyper contraint, ils sont habitués à produire sur les territoires quelque chose d'activable et qui répond aux besoins de publics très divers, tout en le faisant dans des contraintes économiques extrêmes, puisque les finances publiques, qu'elles soient territoriales ou nationales, sont aussi contraintes. Mais il y a deux éléments dans le propos d'Olivier qui sont majeurs. D'abord, on mesure bien, et c'est quand même une des révolutions actuelles, que les compétences exclusivement techniques, elles sont en définitive, elles bougent extrêmement vite dans le temps. Et quand il suffit de parler avec les DRH et autres pour voir que les compétences, la durée de compétences, je pense que tout le monde concorde, ça ne passera pas 2 ans, enfin, une compétence. Bon. A contrario, pour revenir aux soft skills, ce qui est très important, c'est que c'est plutôt, j'allais dire, la compétence pour acquérir des compétences qui va devenir centrale. La compétence et pour la généraliser, effectivement, avec une équipe, et donc, je dirais, la capacité à ça. Et la deuxième chose, et je reviens, et merci à Olivier de le rappeler, pour nous, cet accord, on ne va pas sacraliser un accord, mais un peu si quand même. Cet accord, je rappelle que c'est le premier accord sur la formation professionnelle depuis 2018, donc il a fallu attendre 7 ans pour avoir un nouvel accord, ce qui est plutôt rassurant. On n'a pas changé les textes, tout, mais il montre quoi aussi? Il montre, et je reviens sur ce que tu disais, Fabien, en gros, et je pense qu'on a beaucoup parlé des entreprises, il faut redonner aussi un sens à ce que ça représente la formation pour l'actif, c'est donner un sens à son projet. Et son projet, il peut être, je dirais, d'aller vers les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Il peut être bon. Et ce qu'on sait, les choses qu'on sait, c'est que effectivement, la volonté aussi de bouger, de changer son parcours, elle est beaucoup plus généralisée qu'il y a 10, 20, 30 ans.
la possibilité voilà, à la fois d'avoir des acquis des parcours précédents, mais surtout d'essayer de se projeter sur l'après sont très fortes, et qu'en définitive, et c'est là où le propos d'Olivier est extrêmement important, entre un travailleur du bâtiment qui, pour des raisons de santé, doit bouger, parce que c'est un exemple quand même qu'on avait en tête, ou voilà, quelqu'un qui a envie de changer pour la quête de sens, qui notamment chez les jeunes est de plus en plus importante, eh bien, on est confronté à cette question de comment, et là encore, le monde patronal, le monde syndical définit la meilleure manière de faire pour que cet accompagnement ne soit pas un accompagnement en forme de rupture, mais soit plutôt vraiment le concept de transition. Et je crois qu'effectivement, on a fait un texte qui vise à réussir l'émancipation de ceux qui veulent en définitive changer, et donc essayer de plus s'épanouir dans l'après, ou en tout cas s'épanouir parce que le changement pour eux il est porteur de sens. Et je crois que c'est une évolution sociétale forte. Après, pour peut-être un peu jeter un aiguillon, encore faut-il qu'on obtienne suffisamment de moyens pour généraliser le process. Donc, il faut que le paritarisme triomphe dans la gestion de la formation professionnelle. C'est un message subliminal. Non, mais c'est un sujet très intéressant parce que... C'était un message subliminal parce qu'en gros, on a envie d'être aux manettes de la formation professionnelle avec Olivier, mais aussi avec l'ensemble des autres organisations. Donc, l'enjeu... L'accord, il fixe, il construit un cadre. Maintenant, il va falloir le faire vivre et le rendre opérationnel sur le terrain. Parce que concrètement, et ce qui est très intéressant, ce que dit Olivier et Faron, c'est que on peut avoir même une congruence entre la transformation du territoire, et puis ça passe par des choses toutes bêtes, hein, c'est une fermeture d'un site industriel dans des secteurs malheureusement comme l'auto qui sont très impactés. Le salarié qui voit disparaître son outil de travail, il y a un sujet d'épanouissement et de conception de son avenir, et puis il y a les besoins du territoire, parce que sur le même territoire, on peut avoir, je sais pas, un développement d'activité dans la défense, dans le naval, on peut avoir de l'entreprise à reprendre, l'essor du secteur du BTP. Comment est-ce qu'on assure et on met en musique ces transitions? Et ça passe par une adaptation de l'offre de formation sur les territoires. Ça passe par le financement que tu évoques, Olivier, et puis ça passe aussi par la capacité à les former, parce que les gens ne sont pas mobiles. Enfin, on ne va pas revenir là-dessus, mais je pense qu'on est d'accord là-dessus. L'idée d'une mobilité nationale à 500 km, c'est une vue de l'esprit pour la majorité des gens. En réalité, on appréhende son écosystème, c'est-à-dire son territoire, l'endroit où on a fait son lieu de vie, et c'est presque une bonne chose. Et on a à la fois envie de s'émanciper ou de vers quoi on le veut aller pour se réaliser en tant que travailleur, en tant qu'être humain, et puis la réalité économique du territoire. Oui, moi je pense qu'il faut vraiment insister sur cette notion de bassin d'emploi, et cette notion et que le levier de la formation est un moyen est un moyen de grandir. Après, je pense aussi que, et ça revient à la question de la jeunesse, hein, il faut quand même inciter très tôt et rappeler le bien fondé d'un certain nombre de mobilités. Si, en gros, l'effet de contrainte est surdominant, ça interroge sur précisément la capacité qui est quand même centrale entre voilà, une ambition, une volonté propre de construire son propre parcours et la capacité de le mener. D'où d'ailleurs toutes les problématiques d'accompagnement, de conseil, notamment en évolution professionnelle, de bilan de compétences. Bah, tous ces outils-là qu'on a envisagés dans le texte dont on parlait, hein, dans l'accord national interprofessionnel, sont effectivement des outils importants. Il est très important, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a, voilà, on est intervenu pour que, par exemple, le bilan de compétences puisse être pris en charge dans le cadre du compte personnel de formation. Enfin, il faut aussi, il y a la formation, et puis il y a tout ce qui est
les outils permettant que la formation soit utile pour l'actif et pour l'entreprise. Et c'est peut-être ça d'ailleurs c'est peut-être ça l'inflexion principale par rapport à 2018, au texte de 2018. C'est d'ailleurs de dire, voilà, 2018 a mis effectivement à faire une espèce d'hymne à la formation professionnelle qu'il faut saluer. Mais aujourd'hui, en tout cas, notre point de vue d'organisation patronale est de dire que tout ça doit être accompagné et tout ça doit être mieux inséré dans un projet collectif. D'où d'ailleurs les questions d'abondement du compte personnel de formation et autres. Donc il y a cette question de tout ça doit s'inscrire, en tout cas à nos yeux, dans une montée en compétences qui est individuelle pour l'actif et collectif pour son entreprise. Et les deux ne sont pas contradictoires, au contraire. Olivier Kuhn, tu veux peut-être réagir avant qu'on prenne quelques questions parce qu'on en a beaucoup sur ces sujets. Vas-y, Ouais, Olivier. non, très brièvement, oui, sur cette nécessaire et indispensable adaptation de l'offre de formation au territoire. Effectivement, c'est en tous les cas on va dire, des belles histoires qu'on peut nous faire remonter aujourd'hui en termes de parcours de formation réussis ou d'actions qui ont été menées sur les territoires. Ça passe par une forte synergie, un fort dialogue entre les acteurs publics. Je pense notamment aux conseils régionaux, en premier lieu, les branches professionnelles et les prescripteurs que sont au premier chef les OPCO. On a une foultitude d'exemples et on en parlait tout à l'heure. Ça peut être lié à l'implantation d'une grande entreprise sur un bassin d'emploi qui va générer de la sous-traitance. Et donc, bien souvent, ces sous-traitants, c'est des petites entreprises, voire des très petites entreprises, et ça génère des besoins d'accompagnement et de formation. À l'inverse, ça peut être la grande entreprise qui quitte le territoire. Et là, ça pose aussi des problèmes de mobilité et de reconversion professionnelle, là aussi pour les partenaires, les sous-traitants et autres. Donc, il y a une nécessaire anticipation, une nécessaire observation des besoins à venir et aussi actuels en compétences. Et là, les outils, on les a. On a des outils qui sont à la main des partenaires sociaux au niveau des branches professionnelles. Il s'agit des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications, les OPMQ. Il y a les Cariforef, il y a les travaux qui sont menés directement par les conseils régionaux. Donc, la base documentaire bibliothécaire, elle est là. Maintenant, il faut la faire connaître, il faut pouvoir l'animer, il faut pouvoir en faire quelque chose. Et c'est là aujourd'hui, dans le cadre institutionnel, il manquait à notre sens, quand je dis à notre, je m'autorise à parler pour l'ensemble des organisations patronales, mais aussi des partenaires sociaux, parce que je pense qu'on était tous unanimes sur ce constat-là, c'est qu'aujourd'hui, on a un outil, un organe national dans le champ de la formation professionnelle qui est France Compétences, qui ne fait pas de pilotage des dispositifs. Il ne fait que de la régulation financière. En gros, voilà, il est là pour financer les dispositifs, mais il n'est pas là pour les piloter. Et nous, cette case qui manquait, on a souhaité aussi dans ce même accord, j'insiste, cet accord est capital, comme le dit Olivier, déjà c'est le premier depuis 7 ans, qui vient faire un peu de structurel dans le champ de la formation professionnelle. Mais surtout, il met en place, en tout cas, il demande la mise en place, la création d'un espace national quadripartite, donc c'est-à-dire partenaires sociaux, État, région, pour le pilotage de la formation professionnelle et de l'alternance. Alors, national ou territorial, ce lieu de dialogue sur l'emploi et les compétences avec les branches? Les deux, Fabien, parce que alors sans révéler le contenu de nos conciliabules et de nos réunions, beaucoup du temps de discussion a été fait sur ça. C'est-à-dire, en gros, par rapport à ce que dit Olivier, c'est-à-dire que voilà, on va parler simplement. Nous ne nous retrouvons pas dans la gestion de la formation professionnelle par France Compétences. On ne s'y retrouve pas. On y perd nos petits. On ne comprend pas les directions qui sont prises. Donc voilà, donc on s'interroge. Donc qu'est-ce qu'on a voulu faire? On a voulu faire, et chaque organisation y a mis sa patte. On a voulu à la fois montrer que, et je reviens sur la question du bassin d'emploi, tout ça part du terrain, donc les fameux AT Pro. Voilà, qui ont vocation à gérer sur le terrain par rapport aux réalités des bassins d'emploi et à la pertinence des demandes qui sont formulées. Et puis, effectivement, une coordination nationale, en l'occurrence Certifpro,
Et tout ça aboutissant à un espace stratégique qui est devenu donc un conseil et un conseil sur les questions de compétences qui a vocation à, voilà, à énoncer des grandes priorités. Il n'est pas décisionnel, mais il a vocation à dire voilà, quels sont, quand il y a des choix, je dirais, je sais pas, des choix par exemple énergétiques, je pense, je sais pas, le développement du nucléaire, comment c'est, qui est une décision voilà, prise par l'État, comment elle se concrétise, ou à contrario, ce qu'on a dit plusieurs fois, on a parlé de l'IA, mais on pourrait parler de la décarbonation, on pourrait parler effectivement des enjeux, je dirais même vitaux de la vie des entreprises, des questions on le voit en ce moment sur effectivement la reconversion suite à l'automobile. Donc, essayer de le faire en temps réel, mais surtout, et ça c'est évidemment la grosse difficulté des questions de formation, essayer de se projeter, c'est-à-dire essayer de dire de quoi on a besoin aujourd'hui et de quoi on a besoin dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Alors, évidemment avec du probabilisme souvent risqué, mais il faut se projeter parce que sans ça, on est collé à la réalité du quotidien. Ça répond à la question de Philippe, qui est la question de savoir comment faire se rencontrer les aspirations personnelles, les besoins économiques prioritaires sur le territoire. Et avec une idée, et j'ai en tête ce que tu disais tout à l'heure, Olivier Farron, c'est comment on donne une prime à cette convergence, peut-être par de l'abondement ou par un financement plus incitatif de ces priorités. Olivier Kuhn, je te vois opiner du chef, si je puis me permettre. Oui, parce que du coup, on va rester dans notre accord de 2025 sur les transitions et reconversions. On a été guidé aussi par cet objectif-là. C'est-à-dire qu'il est évident qu'on laisse la place aux aspirations professionnelles des salariés. On a beaucoup parlé de la sécurisation des parcours professionnels, mais aussi de la prise en main de cette destinée professionnelle, si j'ose dire, par les salariés eux-mêmes. On a des dispositifs qui existent là-dessus, c'est le projet de transition professionnelle, qui sont financés, accompagnés par les organismes que citait Olivier à l'instant, c'est-à-dire les associations transition pro en région. Ça, c'est vraiment pour les aspirations, si j'ose dire, personnelles. On n'est pas là pour empêcher une personne de changer de métier par rapport à ce qu'elle souhaite et peut-être à sa passion ou en tout cas. Et puis ça peut converger avec les besoins du territoire, avec les changements de son environnement socio-éco. Et effectivement, c'est pas du tout antinomique parce que là aussi, on faut aussi mettre en avant effectivement les dispositifs d'accompagnement qui en plus sont gratuits. Hein, le CEP, le Conseil en évolution professionnelle, il est gratuit, il est à destination de tous les salariés et des demandeurs d'emploi aussi. Et il permet quand même aux salariés de valider en quelque sorte la pertinence de son projet personnel par rapport à la réalité du terrain et potentiellement à des employeurs qui pourraient être susceptibles de l'embaucher par la suite. Mais on a effectivement, comme tu le disais, également souhaité pousser la co-construction des parcours, pousser le co-investissement. Et c'est pour ça que dans ce nouveau dispositif de période de reconversion, qui peut aussi bien se destiner à de la mobilité interne au sein de la même entreprise ou alors accompagner le salarié vers une autre entreprise, un futur emploi chez un autre employeur, il y a la possibilité effectivement d'utiliser par le salarié son CPF et l'employeur qui vient lui abonder le différentiel entre le coût de la formation et le montant CPF que le salarié peut mobiliser. Avec des objectifs de formation qui sont calés entre l'employeur et le salarié dès le départ, formalisés par un accord écrit, et qui permettent aux deux de savoir, d'avoir une visibilité sur ce qui se passe si le salarié va au bout de la formation et s'il réussit les évaluations et qu'il obtient la certification. Donc ça, effectivement, on y était très attaché patronalement. Hein. Je pense que ce soit le MEDEF, l'UDP et également la CPME qui n'est pas présente avec nous ce matin, mais il y avait cette volonté déjà un constat de se dire le CPF, un dispositif exclusivement à la main du seul salarié sans accompagnement, c'est très bien, voilà, c'est un droit à chacun individuel, mais un droit qui est mis à disposition sans éclairage, sans accompagnement, sans conseil avisé, pour nous c'est quelque chose qui finalement ne remplit pas sa cible. Tu parles du CEP, comme on parlait Olivier Farron tout à l'heure, et de son éligibilité au CPF. Et Claire nous dit que le CEP, et comme vous, elle regrette qu'il soit encore insuffisamment connu comme levier d'évolution.
Ouais. Parce que c'est un peu si on se rappelle, sans refaire de l'histoire forcément, mais si on se rappelle 2018, en 2018, il y aurait pu y avoir un coup de projecteur plus fort sur le CEP, qui était d'ailleurs voulu par l'une des grandes organisations syndicales fortement. Et puis, effectivement, il n'y a pas eu de ce coup de projecteur. Et le CEP est malheureusement peut-être pas encore assez connu. Et ce qui revient d'ailleurs à la question par laquelle on a démarré, hein, c'est que tout ça, ce sont des questions aussi d'acculturation, de bonne connaissance du système. Dans notre baromètre, je reviens à notre baromètre, dans notre baromètre, nous avons fait le constat que, par exemple, la VAE ou l'abondement du CPF dont on parle ici comme si c'était quelque chose de banalisé, seulement 2% des patrons de TPE-PME maîtrisaient et connaissaient tant la VAE que l'abondement du CPF. Autant dire que, voilà, je dirais, c'est un échec dans l'acculturation. Et effectivement, il y a, et je vois la question sur effectivement le CEP synonyme de départ, on revient à une question de représentation, une question voilà, de dire il faut faire grandir et nous on l'assume, les organisations patronales l'assument. Nous, notre sujet, c'est prioritairement de faire grandir dans l'entreprise voilà, qui existe. Et puis, s'il y a besoin d'accompagner un passage clair, voilà, d'en mesurer les conditions au départ et à l'arrivée, et que tout ça soit plutôt l'objet d'une construction que l'objet et je pense que voilà, le curseur a été mis sur ça. A contrario, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit que une forme de remise en cause qui est quand même relative, très forte du compte personnel de formation ne suscite pas, et on peut s'en étonner, hein, je ne dis pas le regretter ou ça, ne suscite pas de réaction et de manifestation forte, parce que les décisions prises sur le compte personnel de formation sont quand même extrêmement radicales en termes de rabot, plus que ce que Olivier citait sur les OPCO, sans qu'il y ait beaucoup de manifestations. Donc ça veut bien, enfin de réactions, je veux dire. Donc ça veut bien dire que il y a une espèce se dessine une forme de consensus comme quoi tout ça doit être lié à un projet et notamment un projet de l'entreprise. Et puis la nécessité à mobiliser d'autres ressources. Je rebondis sur une des premières questions, qui est celle de Christophe. Comment répondre à cette diversité des tailles d'entreprise, des salariés, demandeurs d'emploi, face aux enjeux aussi, transition numérique, IA, environnementale, démographique? Ils disent qu'on pourrait qualifier d'écosystème complexe avec des discours nationaux de simplification du système, alors qu'on est, comme tu le dis très bien, on est sur ces dispositifs peu connus, d'abondement plutôt complexes, plutôt... Et comment est-ce qu'on arrive à résoudre cette espèce de quadrature du cercle pensée de façon très intelligente, mais... En une phrase, quand même, le fameux accord dont on parle, le premier, je dirais, postulat de cet accord, c'est la simplification. Oui. Quand on a pris le dossier, il y avait toute une série de dispositifs, dont je ne rappellerai pas les noms pour pas qu'il y ait des tentatives de revival, mais qui correspondaient au maximum à des centaines de salariés. C'est que simplement à des centaines de salariés, avec une complexité inouïe, avec une déperdition des fonds. Donc notre premier objectif a été la simplification et nous avons abouti à une simplification. Donc je dirais que ça permet après, quand les dispositifs sont simplifiés, après le dispositif vient de naître, Olivier l'a rappelé, à nous, je dirais que c'est notre boulot en tant qu'organisation patronale avec nos adhérents. On publie des guides, on a publié sur les transitions professionnelles un excellent guide qui est d'ailleurs destiné spécifiquement aux PME, donc vous voyez, la boucle est bouclée. Et donc voilà, oui. Alors, c'est une bonne réponse à la remarque de Stéphanie sur le sujet, mais elle évoque une autre dimension, c'est le problème du stop and go. À la fois, il ne faut pas s'y perdre, il faut comprendre le paysage et les dispositifs, très bien pour les guides. Deuxièmement, c'est d'avoir de la stabilité. Alors, ouais, guide pratique. Publicité pour le MEDEF. Oui, alors, puis on va dire qu'il peut arriver au MEDEF de faire offre d'intérêt général en faisant la promotion de Ah, dispositifs. Fabien. Comme à l'UDP, comme à l'UDES. Moi, je partage aussi ce que tu viens de dire, Fabien, sur le fait que je vais le transcrire un peu avec mes mots, c'est qu'il faut donner sa chance au produit. Oui. Voilà.
il y a des dispositifs, effectivement, qui peuvent être finalement bien construits, mais qui peuvent mettre un peu de temps à se mettre en œuvre, qui nécessitent un peu de patience. Je sais qu'on est dans une société qui en a de moins en moins, où on va demander des bilans sur des réformes qui n'ont même pas un an, Oui, c'est et vrai. on va parfois dire que ça ne marche pas alors qu'on n'a même pas eu le temps de les mettre en œuvre. On espère fortement que notre accord de 2025 a trouvé une transcription dans la loi. Il a été transposé au mois d'octobre. Façon fidèle. Commence à peine à vivre sa vie, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, on parlait de ce fameux dispositif de période de reconversion. Nous, ça fait presque 1 an qu'on l'a inscrit dans notre accord, mais c'est que maintenant qu'il commence à arriver sur le sommet de l'étagère des conseils d'administration des OPCO pour une mise en œuvre effective. Et les premiers dossiers, on commence à les voir arriver, mais c'est balbutiant. On espère que, c'est un petit message qu'on portera, je pense, collectivement à la future majorité qui émergera en 2026. On est quand même dans un contexte d'élection présidentielle. Et on le sait, nouveau président, nouvelle majorité, donc bien souvent nouvelle réforme. On espère qu'on n'aura pas à repartir encore d'une page blanche dès l'année prochaine et qu'on laissera un peu ces dispositifs qu'on vient de créer vivre un peu leur vie. Et surtout, alors, on a quand même la puissance de la construction paritaire. Ça ne retire pas le geste politique, mais il y a quand même la force d'un consensus qui a été construit. Olivier, n'hésite pas à nous mettre, si tu as un lien de téléchargement de ton guide. Et puis, c'est quand même, si on veut terminer sur une note positive et d'espoir, c'est de dire, en toile de fond, il y a cet accord qui commence simplement à vivre et qui est peut-être une source de début de résolution du problème et qui, dans sa vie concrète sur les territoires, les bassins d'emploi, pourrait être une des réponses possibles. C'est important aussi pour les offreurs, les organismes de formation, de pouvoir répondre. Dans le propos d'Olivier, il y a un mot important, c'est-à-dire que c'est vraiment, nous avons convergé, organisations patronales et organisations syndicales. Ce n'est pas forcément toujours le cas, mais cette priorité, cette volonté de simplification, cette volonté de faire, elle a été partagée par presque l'ensemble des organisations. Et après, on a contribué tous ensemble à porter le texte. On a eu une petite difficulté dans la transcription et les patrons de l'ensemble des organisations sont intervenus pour que le texte soit parfaitement respecté, montrant d'ailleurs leur attachement à la question de la formation professionnelle, parce qu'ils sont intervenus au plus haut niveau pour qu'il y ait une transcription parfaite. Donc je dirais qu'il y a eu une mobilisation des organisations, de l'ensemble, qui a été extrêmement partagée. Donc c'est un des rares sujets dans un pays qui passe plus de temps à se diviser qu'à se rapprocher. C'est un sujet, pour prendre un mot que je n'aime pas, un sujet synergique. Et donc voilà, il faut quand même le souligner. Et je dirais il rapproche les acteurs au niveau des décisions et de la conception, et il les rapproche, et Fabien, tu posais la question, au niveau très concret, quand on fait de la transition professionnelle sur le terrain dans le bassin d'emploi. J'aurais presque envie, parce que je vois que l'heure tourne, de terminer sur une réflexion ou presque un conseil de Philippe qui dit « L'entrée par l'élévation des compétences, par la qualification au service du développement personnel et économique, c'est peut-être une solution dans la mise en place plutôt qu'à la mise en place d'une entrée par les dispositifs, les statuts, et dans la façon de présenter ces dispositifs, de dire finalement de quoi on parle, quel est l'objectif ?» Eh bien, c'est vous, votre épanouissement, votre avenir professionnel, c'est vous, entreprise, votre développement et la capacité à sourcer et à disposer des collaborateurs dont vous aurez besoin demain. Et ensuite, les outils, c'est ce que vous avez conçu, les dispositifs pour. Mais le point d'entrée dans la façon de le vendre, c'est les outils de votre avenir, en fait, individuel et collectif dans l'entreprise. Oui, tout à fait. Oui, je pense que c'est faire grandir les actifs et leurs entreprises. Donc, c'est plutôt un message, un message optimiste dans un monde pour lequel il n'y a pas forcément, dans lequel il n'y a pas forcément toujours ce type de message. Donc. Et peut-être une invitation dans la façon de le vendre et de le présenter. On parle de votre avenir et c'est activable. Et après, on va voir comment. Et on ne vous vend pas les dispositifs. Reste à faire vivre, et je pense que ça vaut le coup quand même que vous alliez jeter un œil toutes et tous, et on peut en discuter avec la CPOF de quelle façon vous allez pouvoir diffuser l'information pour que vous puissiez vous pencher sur
les dispositifs tels qu'ils ont évolué et tels qu'ils ont été conçus par cet accord qui commence, comme tu l'as dit, Olivier Kuhn, qui commence simplement à produire des effets. On peut essayer de faire le pari pour quelques années, et on l'espère, d'un minimum de stabilité sur ce qui a été construit par les partenaires sociaux, indépendamment des politiques nationales et des aléas, parce que ça répond aux besoins des individus, d'émancipation, de construction des individus, et puis d'avenir de l'économie de nos entreprises. Peut-être un mot pour finir, qu'on soit dans le respect du timing, mes amis. Qu'est-ce que vous voudriez passer comme message pour conclure? Qui veut commencer? Moi, le message que je pense d'ailleurs, d'abord merci, hein, parce que ce type voilà, d'échange et ce type voilà, de confrontation, c'est très important. Et puis, dire que voilà, il faut faire système sur ce sujet-là parce que voilà, il est clair qu'un certain nombre d'ajustements, et on n'a pas eu le temps pour des raisons, évidemment, parce qu'en une heure, c'est difficile de tout traiter, mais on est, enfin, du côté du MEDEF, c'est la même chose sur l'U2P, on est particulièrement inquiet sur d'éventuels rabots sur l'apprentissage. Donc, il s'agit de nous mobiliser. Il y a une victoire, il y a une bataille des idées hein, sur le rôle, c'est ce qu'on a fait ce matin. Il y a une bataille des outils, et j'entends bien, parce que je regardais dans le chat aussi beaucoup de questions sur les simplifications, le faire savoir, la pédagogie, le faire connaître. Oui, mille fois oui, hein, c'est une partie d'ailleurs de nos équipes travaillent sur ces sujets-là. Mais encore une fois, voilà, c'est un levier d'une croissance qui soit plus, je dirais, à la fois évidemment des entreprises, mais aussi de leurs actifs, et donc une croissance économique, mais aussi sociale. Donc je pense que c'est un levier de réussite de notre pays. On espère, comme l'a dit Olivier, être entendu à minima en 2027. On ne désespère pas pour 2026, mais on espère être mieux entendu en 2027. Comme le faisait Olivier, croisons les doigts. Olivier Kuhn. Oui, parce que déjà, vous remercier pour ce temps d'échange très appréciable, et en espérant pas avoir été trop confus, trop technique, avec tous ces cibles, tous ces dispositifs, les anciens, les nouveaux. Juste à mon sens, effectivement, par rapport à la question qui était posée, alors, on raisonne en statut aussi parce qu'aujourd'hui, le financement de la formation professionnelle, il est en silo et il est un public, un prescripteur. Les demandeurs d'emploi, c'est France Travail, les salariés en transition, c'est les AT Pro, les chefs d'entreprise, c'est les fonds d'assurance formation, et les salariés, c'est les OPCO. Attention à la tentation de vouloir un peu tout transversaliser et tout mettre dans le même pot commun. C'est le meilleur moyen de perdre ces spécificités, parce que moi, je crois fortement aux spécificités de chaque public. Et ce qui fonctionne, en tout cas à l'échelle du TPE, comme je le mettais en avant tout à l'heure, que ce soit PCRH pour les OPCO, les parcours individualisés pour le FAFCA, c'est justement la personnalisation, l'adaptation et l'individualisation des parcours. Je sais que ça coûte très cher en moyens humains, en moyens financiers, mais c'est ce qui marche encore le mieux. Voilà. Merci à vous deux, mes chers Olivier Kuhn et Olivier Faron. Le mot de la fin à Mathilde, peut-être pour rappeler que ce webinaire sera disponible en ligne, c'est ça, en replay? Oui, tout à fait. Et je vous ai mis dans le chat, si vous souhaitez participer aux prochains événements régionaux. Le prochain, c'est en Île-de-France le 19 mai. Donc, on construit des propositions de façon participative ensemble. En Auvergne-Rhône-Alpes, le 30 juin et en France, le 29 septembre. Comme je disais au début, il y a une plateforme de proposition en ligne. Toute personne, structure ou individuellement peut proposer des idées pour l'avenir de la formation pro, ce qui inspirera directement les propositions que nous porterons notamment dans le cadre des élections présidentielles puis régionales. Et pour ne rien rater de nos actualités, vous pouvez nous suivre sur LinkedIn. Le replay vous sera envoyé prochainement. Merci beaucoup à tout le monde, aux intervenants pour ces riches échanges et à tous les participants. Et merci à toi, Fabien, pour l'animation. Merci à tous, merci à tous. Olivier Faron, Olivier Kuhn, encore un grand merci. Si vous avez des liens vers des guides ou des outils opérationnels, n'hésitez pas à les transférer à Mathilde. Elle les ajoutera dans les documents en périphérie qui complètent absolument le replay. Merci à tous, au plaisir de vous retrouver dans une prochaine aventure. Bonne journée. Bonne journée. Merci à tous. Au revoir, à bientôt. Au revoir.